fait grimper en haut de la montagne, au soleil. Toute l'année, on propose des balades, des ateliers, des stages dans la nature, au but de Chaumont, au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, en forêt de Fontainebleau, etc. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est dans la nature, il y a des choses à voir. Donc même en plein hiver, comme vous voyez, on peut voir des plantes. Alors les champignons, par contre, c'est vraiment de septembre à décembre. Parce qu'après, on peut en voir. Hein. D'ailleurs, si vous en croisez, n'hésitez pas à me demander. Hein. Mais on va dire qu'il y en a majoritairement de septembre à décembre. Alors beaucoup de gens sont étonnés de se dire qu'on puisse trouver autant de plantes et de champignons en plein Paris. C'est juste que voilà, quand on pense nature, on imagine la nature loin de Paris, loin des villes, mais elle est partout la nature. Et quand on dit sauvage, quand on parle de plante sauvage, c'est une plante qui peut se reproduire par elle-même dans son écosystème, c'est-à-dire qu'il va fabriquer des graines et ces graines pourront donner une autre plante. Et puis ça, ainsi de suite. Une plante sauvage, c'est une plante qui est indigène, qui est d'un écosystème, d'un milieu et qui peut se reproduire. Donc aujourd'hui, on va parler majoritairement d'arbres, arbustes, arbrisseaux sauvages, mais ce ne sera pas forcément des arbres qui se seront semés, surtout au but de Chaumont. C'est-à-dire que c'est des espèces qui sont sauvages, c'est-à-dire qu'on va trouver spontanément dans la nature en France, pour la plupart de celles qu'on va voir, mais pas toutes, hein, mais qu'on peut planter. Ce n'est pas pour autant qu'elles vont avoir les bonnes conditions pour se ressemer dans l'endroit où on l'a planté. Hein, si jamais on prend soin d'une plante, etc., d'un arbre notamment, dans un endroit, on arrive à le garder. Par contre, ce n'est pas forcément son écosystème favori, et ce n'est pas forcément là qu'il va réussir à donner un petit à côté, quoi. En gros, un arbre, c'est une plante qui fait du bois et qui va dépasser 7 mètres et avoir un tronc dressé, un tronc unique. S'il ne dépasse pas 7 mètres, s'il est en dessous de 7 mètres, avec un tronc unique, on appelle ça un arbuste. S'il y a plusieurs troncs dès la base, on appelle ça un arbrisseau. Et plusieurs troncs dès la base et qui mesurent de 3 à 5 mètres. Et s'il y a plusieurs troncs dès la base et qui mesurent moins de 3 mètres, on appelle ça un sous-arbrisseau. Toutes ces plantes là arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux, sont des plantes dites ligneuses, c'est-à-dire qui contiennent de la lignine, beaucoup de lignine, et qui donnent cet aspect dur du bois. Les autres plantes, qui ne sont pas donc des plantes ligneuses, on dit que ce sont des plantes herbacées, qui ne contiennent pas ou très peu de lignine. Combien il y a d'espèces de plantes ligneuses en France métropolitaine? 8000 ici, 500 ici. En fait, il y a environ 8500 espèces de plantes sauvages en France métropolitaine. Et des plantes sauvages ligneuses, il y en a environ 800. Parmi ces 800 espèces environ de plantes ligneuses, à votre avis, il y en a combien qui peuvent s'utiliser soit pour les manger, soit pour se soigner? 500, une optimiste. 100, la moitié, une grande optimiste aussi. Non, moins. On est autour d'une grosse soixantaine. Et à votre avis, il y en a combien des toxiques? Environ 60 ici. Ah, il y en a moins. Il y a des plantes qui ont des parties toxiques. Et des Exactement, j'allais en parler. Il y en a moins. Il y en a une trentaine, une petite trentaine. Et parmi ces 30, il y en a qui sont dans les deux groupes. Il y en a qui vont être à la fois dans les comestibles, enfin avec des usages, et dans les toxiques. Parce que ça dépend de la partie. Par exemple, le robinier faux acacia, on peut consommer ces fleurs sous forme par exemple de sirop ou de beignets cuites. On peut les consommer cuites, mais elles ont une toxicité crue. Et les feuilles par exemple sont toxiques. Et ça c'est valable même dans les aliments qu'on va acheter dans le commerce. Hein. Si vous les mangez sous certaines formes, eh ben, c'est toxique. Bon, allez, je prends l'exemple des morilles. Si vous mangez des morilles crues, vous pouvez mourir. Maintenant qu'on a un peu les grandes idées, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui connaît cet arbrisseau? Des sureaux. C'est pas du sureau. Bravo. Alors ça, c'est un sureau noir. Comment identifier d'ailleurs une plante ligneuse? En général en hiver, certaines gardent leurs feuilles, même mortes,
on dit qu'ils sont marcescents, des arbres qui gardent leur feuillage séché avec des feuilles mortes l'hiver, on dit qu'ils sont marcescents. Et certains gardent leur feuillage, hein, je vois un buis derrière moi par exemple, ils gardent leur feuillage vivant, même en hiver, donc ils ont un feuillage persistant. Et celles qui sont les plus connues, hein, c'est les conifères. Donc les conifères gardent leurs aiguilles pour la plupart, sauf une exception. 2 exceptions d'ailleurs. Ouais, les mélèzes et aussi le cyprès chauve, qui porte bien son nom. C'est à cause de ça. Et sinon, la plupart, beaucoup, hein, la plupart des arbres chez nous perdent leurs feuilles. Hein. C'est des arbres caducs. Et c'est le cas du sureau. Donc, pour l'identifier en hiver, on va utiliser l'écorce, on va utiliser aussi le port. Est-ce que c'est un port d'arbrisseau? Est-ce que c'est un port d'arbre? Alors souvent on parle de silhouette. La silhouette c'est moins facile. Alors parce que ça dépend, en général quand on parle de silhouette d'arbre, c'est un arbre isolé. Donc si cet arbre, il y a des potes à côté, hein, d'autres arbres, il ne va pas pouvoir avoir sa vraie silhouette déjà. Et en plus de ça, il y a des ports en boule, des ports ovales. C'est pas si évident de reconnaître un arbre par sa silhouette. On peut l'apprendre en plus, hein, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Là, on a, pour le sureau, plusieurs troncs dès la base. Vous voyez les espèces de petits points là? On appelle ça des lenticelles. On en trouve à la fois sur les jeunes branches et sur les plus vieilles. Alors les lenticelles, c'est ce qui permet les échanges gazeux avec l'extérieur pour l'arbre. Lenticelles, c'est ce qui permet les échanges gazeux avec l'extérieur. Et tous les arbres n'en ont pas. Dans d'autres arbres qui en ont, c'est le noisetier par exemple, les bouleaux, les merisiers, qui ont des écorces qui ressemblent aux cerisiers, si vous avez le cerisier en tête. Hein. C'est ces sortes de traits horizontaux qu'on va trouver sur le bouleau et les merisiers, qui sont des lenticelles également. Parfois, on va trouver des restes. On va trouver des restes accrochés à l'arbre, mais ce n'est pas toujours le cas, et là par exemple, j'en vois pas. Donc dans ces cas-là, il faut pouvoir l'identifier uniquement avec le port et avec l'écorce, mais aussi les bourgeons. Alors là, on a les bourgeons. Et on a même les bourgeons qui ont débourré. C'est le mot poétique pour dire que les bourgeons s'ouvrent. Ça débourre. Ça débourre à partir de maintenant. Enfin, les plantes ligneuses commencent à débourrer dès le mois de janvier. Et après, il y a ceux qui sont précoces, on va dire, et il y a ceux qui arrivent plus tard. Les plantes ligneuses vont débourrer jusqu'à avril, mi-avril. Ça dépend en région parisienne. Et pour ce qui est des bourgeons de sureau noir, ils débourrent et à peine débourrés, j'aime pas dire ce mot. À peine débourré, on va voir la forme adulte de la feuille. Et on va aussi avoir l'odeur typique des feuilles de sureau, vachement puissante. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, allez, je vous la prends pour vous montrer. Regardez, on voit qu'il y a plusieurs parties dans la feuille. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, les feuilles de sureau sont des feuilles composées de plusieurs folioles. Si ça vous dit quelque chose que je raconte, vous pouvez peut-être penser à d'autres arbres, notamment le frêne, qui va aussi avoir une feuille composée de plusieurs parties. Et il y a une odeur, en plus d'avoir une feuille composée de plusieurs folioles, il y a une odeur vraiment caractéristique qui rappelle un peu le torréfié, la cacahuète grillée. C'est pour ça que souvent on entend dire les gens « Ah mais ça sent la nourriture chinoise !» C'est pour ça. Et je vous invite à en prendre un petit morceau et vous allez voir. Par contre, bien sûr, quand le bourgeon est totalement fermé, totalement endormi en hiver, ça sentira quasiment rien. C'est que là, c'est réveillé, les molécules ont été formées. Prenez une petite feuille qui dépasse et vous allez voir tout de suite une odeur puissante. Alors, vous avez senti? C'est une odeur bien caractéristique. Vous voyez l'intérieur? Ouais. L'intérieur, c'est comme en effet une substance, une sorte de moelle spongieuse, blanche. Et ça permet de ne pas le confondre avec un autre sureau qui s'appelle le sureau rouge, qu'on dit aussi le sureau rameux. Elle suit la formation en ligne, professionnelle. Le sureau rameux qu'on trouve en montagne et qui lui va avoir une moelle foncée.
Mais il ressemble comme 2 gouttes d'eau au sureau noir. Vraiment comme 2 gouttes d'eau. Par contre, la moelle, en tout cas, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce stade-là. Dès que ce sera en fleurs, pas d'erreur possible. Dès que ce sera en fruits, pas d'erreur possible. Le sureau rouge va avoir des fruits rouges, le sureau noir va avoir des fruits noirs. Le sureau noir va avoir des fleurs blanches et le sureau rouge des fleurs jaunes. Donc, ce qu'on utilise dans le sureau noir, ce sont ces bourgeons à ce stade-là précis en gémothérapie, qui est une branche de la phytothérapie, qui utilise les bourgeons en train de s'ouvrir. Un bourgeon en train de s'ouvrir, c'est ça. Et parfois, on aperçoit très vite la forme des feuilles. Souvent, c'est appelé jeune pousse. Et parfois, on va juste voir le bourgeon dont les écailles s'écartent. Et dans ces cas-là, on voit juste un peu de vert. On voit presque rien. Mais c'est en général au stade où on commence à voir les écailles qui s'écartent que c'est le bon stade. Pour faire de la gémothérapie que vous pouvez trouver en boutique bio, en pharmacie. Encore une fois, c'est une branche récente de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et qui fait macérer. Ils sont pas comestibles, les bourgeons? Alors il y a des bourgeons comestibles et d'autres non. Ceux-là? Le sureau noir, non. On va pas consommer. Tu peux en goûter un, c'est pas toxique au point de ne pas pouvoir en goûter un, mais c'est pas, on n'utilise pas les feuilles de sureau noir. Et donc je reviens rapidement sur la gémothérapie, c'est en gros une macération de bourgeons au stade où ils sont en train de s'ouvrir dans un solvant qui a un mélange de glycérine végétale, d'alcool et d'eau. Donc on prend en général, le plus simple c'est de prendre un alcool à 50 degrés, comme ça on a déjà moitié-moitié eau et alcool. Un alcool de fruits par exemple, une eau de vie, etc. Un alcool dans lequel il n'y a pas eu de macération au préalable. Et de la glycérine végétale. Mélanger les deux 50-50, alcool à 50, glycérine végétale. Et on va mettre des bourgeons comme ça frais cueillis dans un petit bocal, recouvrir de notre solvant, fermer, mettre la petite étiquette, le nom du bourgeon, la date, le bonhomme smiley. Et après, on fait macérer pendant 3 semaines en remuant tous les 2 jours à peu près. On filtre et on a notre petit flacon qu'on va utiliser en gouttes, une quinzaine de gouttes par jour en 3 prises. Et en fonction de l'arbre, ça va avoir des indications différentes. C'est un peu comme la phytothérapie, on va conseiller de faire des infusions de tilleul pour aider à dormir par exemple. Et en gémothérapie, on va conseiller de prendre quelques gouttes de ce remède pour aider dans certaines choses. Alors c'est une branche récente, comme je disais, ce qui fait qu'il y a peu d'études poussées, cliniques, sérieuses. Il n'y a que du recul d'usage, on va dire empirique, ce qui fait que c'est difficile d'affirmer aujourd'hui, ce remède ou la gémothérapie fonctionne. Mais ce qui apparemment semble sûr, c'est qu'il n'y a pas de toxicité aux doses recommandées. Donc quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous faire de mal. Le seul risque de vous faire du mal en prenant de la gémothérapie, c'est de remplacer un traitement utile par de la gémothérapie en vous disant ça sera mieux et arrêtez votre traitement et là ça vous ferait du mal. Mais sinon, en tant que tel, non. Mais c'est quand même toujours bien de demander un conseil à son médecin pour qu'il n'y ait pas d'interaction possible, etc. Ce qui s'utilise dans le sureau, ce sont ces fleurs qui commencent à apparaître au mois de mai. Puis, après fécondation des fleurs, il y aura les fruits vers le mois de juillet. Juillet-août, on trouve les fruits. Les fleurs, on en fait notamment des sirops délicieux, des beignets. Mais finalement, ça peut parfumer tout. On peut faire parfumer un vin, on peut parfumer un vinaigre, on peut parfumer un plat. On peut en mettre un petit peu dans une salade de fruits et quand ça macère avec le jus des fruits, ça parfume toute sa salade de fruits d'un parfum de litchi. Un petit peu. C'est très proche du litchi, je trouve. Vraiment très bon. Et même dans une poêlée de légumes, dans une sauce, dans une vinaigrette, c'est vraiment super bon. Donc en cru et en cuit, mais si c'est cru, il faut quand même que ça macère un peu pour que ça libère toutes ces bonnes choses. Il faut en mettre beaucoup ou pas? Pas besoin d'en mettre beaucoup. Non, non, c'est assez puissant. Et les fruits, par contre, ils se mangent uniquement cuits. Confiture, sirop, sauce cuite, tarte, chaussons, mélangés avec d'autres fruits pour une compote, une confiture. Souvent, c'est mélangé avec les mûres. Et au niveau des propriétés médicinales, les deux sont recommandés pour les petits états grippaux, la toux, etc. Les deux parties. Ça stimule, les fruits stimulent un peu le système immunitaire. Pas d'usage des feuilles. On est parti, on va se balader. En fait, ça fait partie des arbres, le sureau noir, qui
qui se satisfait de beaucoup de types de sols, de beaucoup d'environnements. On dit qu'il est ubiquiste. Donc il est vigoureux. Donc là on voit d'ailleurs, j'hésite, je ne sais pas s'il y en a deux, s'il y a deux sureaux ou si s'ils se sont séparés au niveau du sol. Mais voilà, comme vous voyez, là on pourrait dire que c'est peut-être un arbuste là. Vous voyez celui-là, là, il y a un seul tronc. Là. Là il y en a deux, arbrisseaux. Oh, pardon. On voit un port qu'on dit en colonne d'un magnifique séquoia géant. Donc, ce qui nous permet de voir le port, c'est qu'il est vraiment isolé. Mais j'avoue que le séquoia, quoi qu'il arrive, il aura un port en colonne. C'est plutôt les arbres qui ont un port, comme ici, là. Ce marronnier en face de mon bras, là. Là, il a un port, on dit, en ovale. En boule ou en ovale, si on les met très proches les uns des autres, ils vont presque avoir un port en colonne. Érigé quoi, plus érigé parce qu'ils cherchent la lumière. Mais ce qui va aussi, alors des ports érigés aussi, c'est les peupliers. Vous avez déjà vu peut-être des rangées de peupliers. Et bien ils vont avoir des branches vraiment toutes dirigées vers le ciel. Grâce à ça, on identifie un peuplier de très loin. Voilà, là, on a un port aussi en ovale pour ce magnifique cèdre. Ça, c'est un conifère. Vous voyez les cônes. Donc, les cônes de cèdre sont déjà gros. Il faut adulte. Hein. Bien sûr, ils démarrent petits. Pour rappeler, un cône, c'est à la fois le nom de ce qui va contenir les ovules juste avant d'être fécondé et le nom de quand c'est à maturité et quand les graines sont à maturité. Donc là, on voit qu'ils sont à maturité. Vraiment au dernier stade de maturité, parce qu'un cône, pour arriver vraiment à maturité, souvent il lui faut quelques années. Et quand il a maturité, là, les cônes du cèdre tombent avec la graine par le haut, ça se délite comme ça. Ça reste plusieurs années sur la branche. Oui, c'est ça. La première année c'est petit, la deuxième année c'est un peu plus gros, la troisième année encore. Et je crois que pour le cèdre, à vérifier, c'est au bout de la troisième ou quatrième année, que ça va être à maturité, que ça va s'écarter et se déliter pour laisser tomber les graines. Et quand ils sont à maturité, vous voyez, ils sont assez gros. Et regardez, pour identifier un cèdre, c'est assez facile, juste grâce aux aiguilles, parce qu'elles sont disposées en petits bouquets. Et je vous prends un petit bouquet. Petit bouquet d'aiguilles. Ça, c'est typique. C'est typique. Il y a aussi les mélèzes qui font des bouquets d'aiguilles, mais vous vous rappelez, les mélèzes perdent leurs aiguilles en hiver. Et en plus de perdre leurs aiguilles en hiver, les mélèzes vont avoir des aiguilles molles. Des aiguilles toutes molles, et pas piquantes comme ça. Là, ça pique. C'est plutôt dur. Et en plus, c'est présent en hiver. Alors, les cèdres, en général, peuvent s'utiliser. Les cèdres sont des conifères dits résineux, comme la plupart. Hein. Il y a quelques exceptions, notamment l'if, qui est un conifère non résineux, mortel. Hein, petite quantité vous tue rapidement, c'est ça que ça veut dire mortel. La plupart des conifères résineux ont des usages. Ça, c'est une généralité. Ça ne veut pas dire que dès que vous voyez un conifère, vous froissez, que ça sent la résine, que vous allez vous faire une infusion. Parce que la règle numéro 1 du cueilleur, c'est quoi? Être sûr à 156% d'avoir identifié sa plante avant de la cueillir pour la consommer. Pourquoi 156? C'est juste que quand on est débutant, un 100% de débutant, ça n'a pas la même valeur qu'un 100% de confirmé. Donc quand on est débutant, il vaut mieux se méfier de soi-même. Il vaut mieux chercher à être encore plus sûr que sûr. On peut aussi manger les pignons. Vous savez, les pignons de pin, c'est en fait les graines du pin parasol qu'on trouve dans le sud. Et bien on peut aussi manger les graines de cèdre. D'ailleurs, c'est vendu dans certaines boutiques bio à Paris. Ça vaut le double des pignons de pin qui valent déjà cher. Mais voilà, vous savez que vous pouvez en trouver dans la nature. C'est en général fin d'été, début d'automne, que les cônes tombent. En fait, l'idée c'est que ils soient à maturité, mais pas non plus à maturité depuis trop longtemps, parce qu'après ça va moisir. Donc il faut être là un peu au bon moment pour que ça se... Ouais, blanc comme les pignons de pin. Et sinon les aiguilles, vous pouvez les faire en infusion par exemple. Hein. Vous pouvez... En fait, les aiguilles de conifères qu'on utilise sont en général antiseptiques et utilisées notamment pour les problèmes de toux.
mais ils ont aussi un goût sympa, résineux, un peu acidulé, voilà, un peu costaud, quoi, qui est agréable, comme le genre les goûts de bonbons, au sapin, de bonbons au pain. Et pour extraire les goûts, il faut hacher finement les aiguilles, parce que si vous les mettez telles quelles, vu que c'est très résistant une aiguille, hein, c'est très imperméable, ça résiste au froid, ça résiste à des conditions difficiles, ce qui fait que ça va être extrait et solubilisé dans l'eau difficilement si vous ne les hachez pas. Donc vous hachez, et là vous faites infuser à couvert, parce que si vous faites bouillir et que ça embaume votre appartement, eh ben, vous êtes en train de faire plaisir à l'atmosphère, aux murs, etc. Mais il y aura moins de goût, il y aura moins d'essence volatile qui resteront dans l'eau et donc qui donneront le bon goût à votre infusion. Je vais mettre ça dans ma casserole et je vais mettre de l'eau à peine au-dessus. C'est-à-dire que c'est rempli d'aiguilles. Ouais. Et moi j'aime bien quand il y a du goût. Donc je fais bouillir un petit peu, 3-4 minutes, à couvert, vous allez vous rappeler. Je laisse refroidir, je filtre, et là j'ai une tisane déjà puissante en goût, et à laquelle on peut ajouter ensuite du sucre, par exemple, pour faire un sirop. Et si vous buvez un peu d'alcool, hein, vous pouvez aussi ajouter de l'alcool. Et là, si vous mettez du sucre un peu, on va dire de façon aléatoire, le fait de mettre de l'alcool, ça permettra à votre sirop, qui deviendra une liqueur, ça se conservera des années, quoi. Alors que si vous voulez que votre sirop se conserve des années, il va falloir être précis. Il va falloir être précis dans la quantité de sucre. C'est juste qu'en général, les quantités mises nécessitent de consommer le sirop rapidement. Une fois qu'on l'a ouvert, il faut qu'il se mette au frigo et le consommer vite. C'est-à-dire une semaine. Une semaine à peu près. Hein. Parce qu'après, souvent, il y a des petites moisissures qui apparaissent. C'est parce qu'il n'y a pas eu la bonne quantité précise de sucre mis. Quand je dis bonne, c'est la bonne quantité de sucre mise pour que ça se conserve. Même à température ambiante, même après ouverture du flacon, c'est pas la bonne quantité dans l'absolu, hein, parce que c'est du sucre, hein, c'est pas forcément top. Et puis voilà, plus tu mets de sucre, plus tu atténues un petit peu les goûts aussi, hein, forcément. Mais il faudrait mettre 1,8 kg de sucre pour 1 litre d'infusion. Et là, ça va être la concentration du sucre d'un sirop d'érable, par exemple. Et le sirop d'érable, moi, je le mets dans mon étagère. Je ne le mets pas au frigo, mon sirop d'érable, et il se conserve même après ouverture. Même parfois, je le bois à la bouteille, je ne devrais pas. Regardez les cônes mâles qui fabriquent le pollen. Donc ça va arriver là, au printemps, hein, et vous verrez, ils seront tout beaux, tout neufs, pas secs comme ça. Et à peine vous les touchez, hein, les cônes de conifères mâles, souvent c'est très abondant. Hein. Parce que voilà, il fonctionne par le vent. La fécondation fonctionne par le vent. Donc il y a besoin de fabriquer beaucoup de pollen pour pouvoir féconder les ovules. Parce qu'il y a une grosse déperdition, hein, vous imaginez. Je vous amène à cet arbre, mais je vous préviens d'avance, ça glisse. J'ai le droit à 10% de perte uniquement. On commence à apercevoir les fleurs là, qui vont être des fleurs jaunes. C'est un arbuste qui va fleurir avant que les feuilles n'apparaissent. Il y a des plantes ligneuses qui vont commencer par les feuilles, puis il y aura les fleurs qui vont apparaître, d'autres qui vont avoir les deux en même temps, et parfois les fleurs apparaissent avant les feuilles. C'est ce qu'il y a de plus rare. Et donc bientôt là, cette plante ligneuse, cet arbuste qu'on appelle le cornouiller mâle, qui nous donne des bonnes cornouilles. C'est des bons fruits avec une forme d'olive, des fruits rouges, rouge bordeaux délicieux qui se mangent et qui ont une forme d'olive et qui sont à maturité vers le mois de juillet et qui sont vraiment délicieux à manger quand ils deviennent mous et bordeaux et qui commencent à tomber. C'est quand ils commencent à tomber que c'est vraiment le meilleur. Et donc, vous pouvez identifier un cornouiller mâle de loin en hiver parce qu'il va fleurir dans les premiers et ça va être une boule jaune. Il n'y aura que des fleurs.
pendant un bon moment, sans les feuilles. Donc vous allez voir vraiment au loin une boule toute jaune. Et là, vous pourrez vous dire, c'est un cornouiller mâle, super. Je mets un point GPS sur mon Google Maps. Comme ça, je reviens en juillet pour me faire une petite cueillette et me régaler. Alors il y a des endroits où on est plus à l'aise à les manger crus quand ils sont tombés. D'autres endroits un peu passants, comme ici, où c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas très motivé à manger le fruit comme ça cru. Mais sachez que c'est très bon cuit aussi. Donc vous pouvez venir au but de Chaumont à Paris, ramasser par terre quelques fruits de cornouiller, comme certains font d'ailleurs, et puis ensuite vous faire un petit sirop avec, une petite sauce, une petite confiture, une petite liqueur, par exemple, et c'est très bon. Mais il faut que ce soit bien mûr. Si c'est pas mûr, d'ailleurs il y en a qui préfèrent quand c'est pas mûr, c'est plus acide. Moi j'aime bien l'acidité. Et d'ailleurs quand c'est un peu plus acide, ça peut être fait un peu comme des olives. C'est-à-dire dans la saumure. Lacto-fermenté. Pas mal du tout. Ça change vraiment le goût. C'est un peu comme on peut faire avec les petites prunelles aussi, pour ceux qui ont déjà essayé. Hein. Saumure de petites prunelles du prunelier. Voilà, donc fleurs jaunes, petits fruits forme d'olive, et puis est-ce qu'on a des restes? Quand je disais on identifie un arbre aussi par des petits restes accrochés, eh bien il faut qu'il se soit accroché, parce que les feuilles des arbres d'à côté peuvent venir se déposer, et dans ces cas-là, on se fait avoir. Souvent on me dit, bah, l'hiver tu regardes au pied. Oui, ça marche quand l'arbre il est tout seul, mais s'il y a plein d'autres espèces autour, bah, le vent il emporte les feuilles et c'est un mélange. Hein. Voilà, bah, on voit un peu la feuille et on voit que les nervures, on dit qu'elles sont arquées. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, comme ça, arquées. Cowboy. C'est aussi un bois très dur et tu pourras utiliser pour faire des tuteurs, faire des manches d'outils. Et à l'époque, voilà, cornouiller mâle, ça viendrait de là, de son bois dur. Ça, c'est le cornouiller mâle. Il existe aussi le cornouiller sanguin qui, pourra pas être en fait, il peut être confondu uniquement par ses feuilles. Ils ont des feuilles très similaires avec ces nervures arquées, avec les deux on peut faire de la magie. Sous les feuilles du cornouiller mâle, les poils vont tous dans la même direction. Sous les feuilles du cornouiller sanguin, ça va dans tous les sens. Il est sanguin. D'accord. Moyen mémotechnique. Par contre, rien à voir, les fleurs n'ont rien à voir, c'est des fleurs blanches pour le cornouiller sanguin, là on est sur des fleurs jaunes. Le fruit du cornouiller sanguin, c'est des petits fruits noirs, des petites baies noires, alors que là on est sur des fruits rouges. Et la seule partie qu'on utilise, ce sont ces fruits, qu'on consomme. Donc il n'y a pas vraiment de confusion possible parce que le cornouiller sanguin est un petit peu toxique. Et. Magie. Et il y a les rabat-joie qui vont dire, mais on les voit les fils. C'est sympa. Mais regardez sous les vidéos du cornouiller, vous verrez les rabat-joie. Ça sent quoi alors? Ça sent rien. C'était la réponse. C'était la bonne réponse attendue. C'est un conifère non résineux. C'est le fameux conifère non résineux dangereux. C'est l'if. Ah, c'est ça l'if. Ah oui, donc c'est dangereux alors. La catégorie de toxicité qui est dangereuse au toucher, c'est les plantes phototoxiques. Et les plantes phototoxiques, photo ça vient de photon, c'est la lumière. C'est le jus de ces plantes sur la peau exposée à la lumière qui crée des brûlures. Là, ce sont les plantes phototoxiques, il y en a. Beaucoup d'ailleurs dans la famille de la carotte par exemple. Et encore une autre catégorie sont les plantes qui créent des inflammations, qui créent des dermites, des réactions un peu inflammatoires de la peau. Ça arrive. Et sinon, à part ça, les toxicités de plantes sont des toxicités par ingestion. Donc il faut ingérer les plantes pour avoir une toxicité. Donc il n'y a aucune plante qui n'est vraiment mortelle sans l'ingérer. Donc sauf les phototoxiques, si vous vous jetez dans un bain de jus de plantes phototoxiques à la lumière et que vous êtes une cloque humaine, là vous en mourrez. Mais sinon, vraiment les plantes dites mortelles, très toxiques, c'est par ingestion. Donc l'if
qui fait partie vraiment des plantes les plus mortelles. Hein, on est dans les plantes, tout compris, hein, plantes herbacées et plantes ligneuses. On a une 50aine de plantes mortelles en France métropolitaine. Et parmi ces 50, il y a l'if. Mais voilà, la plupart de ces 50 plantes, on peut les toucher, comme ça. On peut même leur faire un petit bisou. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les manger. Ah, c'est juste quand on les mange. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais ça rassure quand même. Oui, ça rassure et c'est pareil pour les champignons. Hein. Vous pouvez toucher la manite phalloïde et lui faire un petit bisou, comme ça. Même avec la langue et discrètement. Ah, c'est quand on les Par mange. contre, il ne faut pas manger des morceaux. Hein, si vous mangez des le muguet, c'est pareil. Si tu veux faire un petit bisou à ton muguet, pour fêter le mois de mai, tu peux. Ah, d'accord. Ok. Par contre, il ne faut surtout pas boire l'eau. Il y a eu des cas de gens qui ont bu l'eau dans lequel il y avait le muguet. Et là, t'en meurs. Là. Le muguet fait partie des 50 plantes mortelles. Il ne faut pas lécher les doigts. On peut lécher les doigts. En fait, c'est vraiment un grammage quand même hein, qui devient dangereux. Enfin, en tout cas, c'est pondéral. Quand tu touches comme ça, il n'y a rien sur mes doigts. Il y a 0,0000000 de quelque chose qui pourrait être toxique. Donc à ce grammage-là, c'est pas dangereux. Alors pour information, de l'if, on extrait une molécule, le Taxol, avec laquelle on fait des médicaments anticancéreux, notamment pour le cancer du sein. Il ne faut pas croire que c'est aussi possible de se faire des infusions et que ça ferait du bien. Hein, si vous avez un cancer, allez voir le cancérologue, vous ne faites surtout pas des infusions d'aiguilles parce que vous en mourrez. Il y a eu le cas il y a 3 ans à une dame qui s'est fait des infusions d'aiguilles. D'if, elle est morte en 2 jours. Vous voyez les petites boules là? Ouh, les petites boules. Oui. Et bien c'est des tout petits cônes mâles. Donc ça mal. D'ici aller à un gros mois, 2 mois, un mois et demi. C'est toujours un peu plus tôt chaque année. On va dire un mois, je pense. Et bien il y aura le pollen. Et à peine vous toucherez comme ça, vous effleurerez un if, vous toucherez un if comme ça, nuage de pollen. Et les femelles, il n'y en a pas. D'ailleurs, il y en a une vidéo, si vous tapez if pollen, une vidéo dans laquelle je parle de l'if et tout d'un coup, je fais ça, je ferme les yeux et on ne me voit plus. Oh oh! Oh oh! Donc Dyrix, ça veut dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et donc le mâle, il fait le pollen et l'if femelle va faire la partie un peu gluante, gélatineuse de ce qu'on appelle l'arille d'if. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des boules rouges sur des ifs. Et ben, c'est ce qu'on appelle des arilles. Et on voit la graine hein, d'ailleurs. C'était un fruit. On ne verrait pas la graine. Hein. Les graines des fruits ils sont dans des ovaires. Là, la graine, elle est nue. Vous vous rappelez gymnosperme, dans lequel il y a surtout les conifères. Ça veut dire graine nue. Tout est mortel dans l'if, sauf la partie rouge qui entoure la graine de l'arille. Donc la partie un peu gluante, très sucrée, très agréable et comestible, mais surtout pas la graine, qui est mortelle. Donc on peut mettre l'arille dans la bouche et recracher. Là, c'est la magie de la fleur du noisetier. Ouais, en fait, c'est une fleur qui ressemble à un bourgeon. Et sur le haut du bourgeon, il y a des petits filaments rouges, mais un très beau rouge, hein, qui sont en fait les stigmates. Les stigmates de la fleur, c'est la partie haute de l'organe reproducteur qui est souvent un peu collant et visqueux pour que le pollen puisse s'y coller. Parce que le noisetier, ça fonctionne aussi, la pollinisation du noisetier fonctionne aussi par le vent. De toute façon, en général, dès que les fleurs d'un arbre ou d'une plante, en général, est peu visible, peu colorée, peu odorant, tout ça, c'est en général que c'est une pollinisation par le vent. Donc là, stang, 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 vous avez... Oh! Vous avez le pollen? Là, vous avez l'inflorescence mâle de noisetier. On est dans les premiers arbres à fleurir le noisetier. Donc là, c'est une floraison de noisetier en plein mois de janvier. On a à la fois les fleurs mâles et les petites fleurs femelles qui nous donneront les bonnes noisettes. En général, pour que ce soit plus efficace, la fécondation et avoir plein de noisettes, il vaut mieux avoir plusieurs noisetiers parce que les plantes en général n'aiment pas trop s'auto-féconder. Et elles se repèrent. C'est-à-dire que si c'est son propre pollen qui vient se coller sur le stigmate, il va dire non, pchit,
c'est incroyable. Je veux pas de toi, je te connais trop. Je préfère le petit à côté. Et bah, d'ailleurs, imaginez-vous, il n'y a pas que le pollen des mêmes espèces qui se colle. Ça peut être le pollen aussi d'autres espèces. Donc les plantes repèrent en fait si c'est le pollen qui est la bonne génétique, qui est le bon pollen. Et à ce moment-là, si c'est le bon pollen, elle lui dit ok, tu peux entrer. Et le pollen, le grain de pollen, il fabrique un tube pollinique. Il entre comme ça dans une espèce on pourrait dire de tube, jusqu'à l'ovaire, et il va féconder l'ovule dans l'ovaire. Parce qu'on lui a dit ok. Il y a eu consentement. Parce que le noisetier, les chatons de noisetier sont consommés plutôt pour l'aspect nutritif que pour le plaisir, il faut l'avouer, parce qu'il n'y a pas vraiment un goût intéressant. Mais le pollen, c'est connu que le pollen est nutritif. Vous avez peut-être déjà trouvé du pollen dans les boutiques bio notamment. Ça contient beaucoup de protéines, d'acides aminés. Ça contient pas que des minéraux, des vitamines, plein de bonnes choses. Et puis c'est assez abondant, les noisetiers, c'est assez commun. Ne vous inquiétez pas, on en laisse largement assez pour les insectes, parce qu'on n'a pas accès à tout. Et on peut faire avec, souvent, ce qu'on en fait, c'est une poudre. Et cette poudre, on va la mélanger avec des farines pour en faire des cakes, des galettes enrichies, des sablés. Et ce qu'on s'amuse aussi à faire, c'est comme des petites orangettes. On trempe dans le chocolat. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord les tremper au préalable, les faire macérer dans du citron. Ça a le côté un peu punchy, acidulé. Du jus de citron, oui. Et ensuite, vous pouvez même mettre un petit peu de zeste dans le jus. Comme ça, il y aura des petits morceaux de zeste qui se colleront. Et là, il y aura plus de goût. Et hop, ensuite dans le chocolat. Et tout se mange. Oui, tout se mange. On peut manger les jeunes feuilles. Elles deviennent vite un petit peu tanniques, un petit peu âpres, astringentes, côté asséchant. Tout se mange. Parce qu'elles contiennent beaucoup de tanins. Tout se mange. Ouais. Et ensuite, quand les feuilles sont adultes, on va pouvoir les utiliser en infusion comme on utilise les feuilles de vigne rouge ou d'amamélis pour la circulation sanguine. Petites infusions aussi, qu'on va pouvoir boire, mais qu'on va pouvoir aussi utiliser en usage externe, comme une lotion circulatoire, pour les jambes lourdes par exemple, les petites varicosités, choses comme ça. Et tu me demandais si tout se mange. Je réfléchis. Les chatons, les jeunes feuilles. À partir du moment où on se fait une infusion de feuilles, c'est que en quelque sorte ça se mange. Une infusion, c'est quoi? C'est comme un bouillon. Donc même les feuilles adultes, et puis les noisettes, bien sûr. Alors ce qu'on mange du fruit, c'est la graine. Quand on mange la noisette, c'est la graine d'un fruit sec dur, qu'on appelle une nucule. On mange la graine de la nucule du noisetier. Alors est-ce qu'on peut manger les fruits et les plantes des buttes de Chaumont? Si je voulais cueillir tous les jours ou très régulièrement, en tout cas cueillir pour une consommation très régulière, presque tous les jours, c'est pas au buttes de Chaumont que j'irais. Cueillir de temps en temps quelques fruits, quelques fleurs, occasionnellement, ça me va, ça m'irait personnellement. Mais voilà, plus on s'éloigne des... En plus, voilà, ça a été un peu une décharge ici, donc on ne connaît pas vraiment à quel point le sol est pollué. On est quand même aussi dans une densité de voitures autour, donc c'est pas optimal. C'est pas optimal. Moi, je préfère, par exemple, pas loin de Paris, aller au bois de Vincennes, en m'éloignant un peu des routes. Je suis beaucoup plus à l'aise déjà. Et puis, si on veut faire des cueillettes un peu plus conséquentes, on peut aussi faire une cueillette par semaine, choisir un jour de sa semaine où on est dispo, même 2-3 heures. On prend le train, tranquille, on s'assoit, on se fait emmener dans une forêt aux alentours. On peut varier, comme ça on découvre l'Île-de-France. Et puis là, on fait une grosse cueillette pour la semaine, parce que si on veut manger des plantes sauvages fraîches, elles se conservent largement une petite semaine. Vous les ramenez chez vous, vous avez votre sac à dos rempli de plantes, vous les rincez, vous mettez ça dans votre bac à légumes, et puis toute la semaine, vous avez du bon légume sauvage à disposition. Et puis voilà, vous renouvelez la semaine d'après, et ça vous fait votre balade, votre bain de forêt, qui fait en plus beaucoup de bien à la santé. Et puis ensuite, en mangeant des plantes sauvages, on apporte aussi des bons nutriments. La plupart des plantes sauvages contiennent même plus de nutriments que les légumes cultivés. Et
au lieu de prendre des compléments alimentaires, etc., parce qu'on a peur d'être carencé, rien qu'en grignotant et en mangeant quelques plantes sauvages régulièrement, on n'a plus besoin. Donc là, vous vous rappelez, on parlait des fruits qui utilisaient le vent pour aller se semer. On a dit, j'ai dit, que ces fruits s'appelaient des samars. Et qu'il y avait aussi le tilleul qui, lui, qui ne vole pas grâce à l'aile de son fruit, mais grâce à la bractée. Une bractée, c'est un appendice, une sorte de feuille à la base d'une inflorescence. Alors là, c'est un fruit, donc on pourrait dire qu'il n'y avait qu'une seule fleur, mais en fait, il y en avait plusieurs. Et donc ça, c'est le tilleul, c'est-à-dire qu'on est sûr que c'est un tilleul grâce à ça. C'est très facile à identifier les tilleuls. Après, pour connaître l'espèce de tilleul, c'est moins facile. Mais tous les tilleuls s'utilisent de la même manière et tous les tilleuls vont avoir une bractée vraiment représentative. Donc, grâce à ça, vous pouvez au moins vous dire, je suis face à un tilleul, je vais pouvoir manger ses feuilles, faire des infusions des fleurs et manger. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un fruit. Ça c'est un fruit sec, un akène, nom botanique de ce fruit sec qui ne s'ouvre pas à maturité, c'est akène. Akène, get yo. Alors donc, le fruit sec, l'akène de tilleul se mange, soit tel quel, et dans ces cas-là, on ne va pas le mettre dans la bouche direct, dans ces cas-là, si on veut le manger tel quel, parce qu'on est flemmard et qu'on n'a pas envie de sortir la graine, et aussi parce que ça peut être intéressant, et bien moi ce que je fais, c'est que je le réduis en poudre. C'est tout sec, donc je prends mes akènes comme ça, je mets ça dans mon blender, j'appuie sur on, et après c'est lui qui fait le taf, il réduit ça en poudre. Ensuite j'ai une poudre d'akène de tilleul que je vais utiliser. Alors il y a plein de façons de l'utiliser. Comme il existe des farines de noisettes par exemple, des farines de noix, et ben c'est un peu la même idée. Moi j'aime bien, par exemple, faire des sortes de pâtes à tartiner. Ou alors, au préalable, je les ai un peu torréfiées et ça va faire une boisson. Un succédané de café, cacao, caroube, ce genre de goût-là. Et puis c'est calorique parce qu'à l'intérieur, regardez, à l'intérieur des fruits de tilleul, il y a, comme dans tous les fruits, qu'est-ce qu'il y a dans les fruits? Il y a une graine, et il peut y en avoir deux. Donc là, j'en vois une. Et je l'enlève, comme ça vous la verrez mieux. Une graine. Alors parfois, il y en a deux. Oh, là, elle est pas mal. Elle est belle. Qui a dit qu'elle était belle? Elle est grosse, elle est belle. T'es une habituée de graines de tilleul? Non, mais je la trouve belle. Non, parce que c'est vrai que si tu étais une habituée, moi j'ai failli le dire aussi. Mais moi, quand j'étais petite, je l'ai Pour une graine de tilleul, c'est gros en plus. Alors un truc que vous pouvez vérifier rapidement quand vous le faites, c'est est-ce qu'elle est dure. Là, elle est bien dure. C'est-à-dire qu'elle est bien pleine, elle est bien riche. Et ça a un petit goût. Et la composition, en gros, très proche de celle d'une amande. Donc, il y a du calcium. Noisette. Ouais, ça a un goût. Alors c'est plutôt beaucoup de lipides, beaucoup d'huile. Dans les akènes des tilleuls, on les trouve à partir du mois de juillet-août. C'est optimal. Et puis voilà, comme vous voyez, même en février, on en trouve encore. Là, on a mangé les graines. Vous avez compris qu'on pouvait manger le fruit entier, soit torréfié, soit réduit en poudre, soit vous en mettez dans les soupes, et dans les soupes, vous allez les mixer à la fin. Oui, c'est intéressant. Parce que c'est un peu coriace. C'est un peu coriace, d'où l'intérêt d'avoir un bon blender. Mais au niveau nutritif, ce qui entoure Alors, la petite graine, il y a forcément des choses, il y a forcément des nutriments. Ça n'a pas été étudié, les nutriments de la partie dure du fruit, mais il y en a forcément. Par contre, il y a de la fibre, et la fibre, c'est pas mauvais. C'est important d'avoir des fibres. Ça nourrit aussi ça permet à nos micro-organismes d'avoir à manger, et donc d'avoir une flore qui se maintient. Si on mangeait zéro fibre, on aurait des problèmes de flore intestinale. Et voilà, donc les feuilles se mangent. Je préfère les feuilles de l'espèce du tilleul à petites feuilles. Là, vous verrez si vous venez au printemps, je vous montrerai. Et j'aime bien les feuilles aussi du tilleul argenté.
Les fleurs, bien sûr. On les connaît pour les tisanes qui aident à dormir, mais on peut aussi aromatiser des boissons, des limonades, des sauces, des crèmes dessert avec les fleurs. Les jeunes fruits, quand ils sont tout verts, peuvent être utilisés comme des câpres. Et ça, je l'ai déjà dit, les fruits secs. Donc on peut quasiment tout utiliser. Et encore, je n'ai pas parlé de l'écorce. On peut aussi utiliser l'écorce de tilleul. En herboristerie, ça va être appelé aubier de tilleul. L'écorce de tilleul et l'écorce des arbres en général, qui sont des écorces utilisées en médicinal, peuvent être récoltées toute l'année. Toute l'année, bien que ce soit un peu plus pratique au printemps parce qu'il y a la sève qui circule, donc on peut les enlever plus facilement. Mais voilà, on peut les récupérer toute l'année. Par contre, on ne va pas aller prendre l'écorce du tronc. D'une, on n'a pas le droit, sauf si on est chez soi. Et de deux, ça tue l'arbre. Si vous prenez l'écorce tout autour, la sève ne peut plus monter et l'arbre meurt. Donc on va prendre l'écorce des jeunes rameaux. Si c'est fin comme ça, on garde tout. On coupe des petits morceaux et on garde la totalité. Si c'est un peu plus épais, comme ici, on va écorcer en veillant à enlever le lichen, s'il y en a. On va récupérer 2-3 mm de l'écorce extérieure. On va faire sécher, on va avoir nos petits sachets d'écorce de tilleul qu'on va pouvoir faire bouillir, faire une décoction. On fait bouillir les petits morceaux d'écorce, on laisse refroidir et on a notre petite tisane d'aubier de tilleul, enfin d'écorce de tilleul, c'est pareil. Et ça va être utilisé à la fois pour stimuler le foie et la vésicule biliaire, mais aussi les reins. Et ça calme aussi les spasmes au niveau digestif. Donc ça fait partie des plantes qui vont être recommandées en général en cure courte, souvent au changement de saison, pour aider le corps un peu à éliminer. C'est dans des périodes où en général on mange un peu moins riche, on mange plus de végétaux, de plantes crues, de légumes bien frais. Et on peut se faire en plus de ça des petites tisanes, notamment d'aubier de tilleul. Alors ce que je recommande, parce qu'on n'a pas trop le droit d'aller tailler les arbres quand on n'est pas chez nous, hein, même si c'est pour prendre les jeunes rameaux, moi ce que je recommande c'est soit de passer après les tempêtes, il y a plein de branches qui tombent, et c'est bien vraiment de passer après les tempêtes, il ne faut pas que ce soit une branche qui soit là par terre depuis longtemps, parce que ça a eu le temps de s'abîmer par la pluie, par les rayons du soleil, par les décomposeurs de bois, les champignons, etc. Ou alors se renseigner sur les périodes d'élagage, s'il y en a. Comme ça, vous passez après. Et là, vous avez de quoi faire. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de sous-arbrisseaux. Et j'ai cité dans les sous-arbrisseaux celui-ci. Fragon, petit hou. Ah, petit hou quand même. Alors, donc, parmi les plantes ligneuses, hein, je disais, il y a les sous-arbrisseaux. Parmi les sous-arbrisseaux, on a le fragon petit hou qu'on trouve en forêt, qui peut atteindre, maximum, j'ai rarement vu au-dessus d'1,50 m. Et il va faire des petits fruits, vous voyez, rouges. Ce qui ressemble à des feuilles, c'est en fait des rameaux. Des rameaux qui ont pris la forme de feuilles. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer une fleur? Alors le fruit est toxique. Oui, ce qui se mange dans le fragon petit hou, c'est les jeunes rameaux. Les jeunes rameaux du printemps, quand ils sont encore tendres. Et ils vont avoir un goût de réglisse. Mais il y a une amertume, donc pour enlever une partie de l'amertume, on les fait cuire à grande eau une dizaine de minutes. Après on les récupère et on les fait comme des asperges. C'est très sympa. Très bonne consistance, très chouette. Et au niveau médicinal, on utilise les parties souterraines. Donc on prend un petit morceau de rhizome et on les utilise pour la circulation sanguine. Un peu comme on utiliserait les graines de marronnier d'Inde par exemple, le marronnier. C'est un tonique veineux, protecteur des vaisseaux et tonique, et tonifiant. Très facile à identifier. On ne peut pas se tromper, hein. Si on voit des boules comme ça avec des sortes de feuilles piquantes, on ne peut pas trop se tromper. Sur le hêtre, qui s'identifie grâce à son écorce lisse, grise, Magnifique. et qui laisse apparaître comme des yeux. Ah, oui. Vous voyez? Oui. Donc ça c'est assez typique, ça ressemble un petit peu à une patte d'éléphant, le hêtre. Et bien sûr, il y a d'autres caractères, hein. Je ne sais pas si vous voyez les espèces de bogues sur l'arbre là. Oui. Et bien ça contenait les fruits, des petits fruits secs à l'intérieur. C'est un
C'est un des arbres les plus communs hein, qu'on a chez nous, hein, qui se trouve beaucoup. On a beaucoup de hêtraies ou de forêts avec beaucoup de hêtres en tous les cas. Il peut y avoir des chênes aussi, mais c'est vraiment l'arbre qui va faire vraiment le climax des forêts parce que c'est vraiment celui qui domine, qui est le plus grand et qui va prendre la lumière. Donc avec le temps qui passe, on aura principalement des hêtres. Mais finalement, avec le réchauffement climatique, ils souffrent beaucoup parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau, les hêtres. Et donc, c'est probable que les hêtres se trouvent de plus en plus vers le sud. Voilà. Mais les fruits ne se mangent pas. Et les fruits de hêtres se mangent et sont riches en lipides. On peut manger les feuilles aussi. Voilà. Et on peut aussi utiliser le bois. On fume pas, mais on fume les aliments au bois de hêtre. Ah mais oui, le saumon. Oui, notamment le saumon. Et c'est le moment du récap. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le Sureau noir. Ensuite, le cornouiller. cornouiller mâle. C'était le deuxième, le cornouiller mâle? On a vu un autre avant. Le cèdre. Le cèdre du Liban. Ah oui, ça Le séquoia de loin. Le séquoia de loin. Quand on a parlé des silhouettes. Le tilleul. Le noisetier. L'if mâle. Noisetier. Le noisetier. Tilleul. Le tilleul. Et puis le hêtre. Le fragon petit hou. Le hêtre. Alors pour info, ce sont des hêtres pourpres. C'est une variété aussi qui va donner des feuilles de couleur bordeaux, pas pourpre. Hein. Mais le hêtre sauvage chez nous va avoir des feuilles vertes. Voilà, on a vu qu'il y avait 800 espèces d'arbres environ une soixantaine avec des usages. Les 60, hein, c'est en France les 800 c'est en France métropolitaine. Hein. Et la soixantaine c'est aussi en France métropolitaine, donc on n'a pas toutes ces espèces en région parisienne. Hein. Mais on en a quand même pas mal d'entre elles. Et il y en avait une petite trentaine de toxiques. Vous vous rappelez? Et parmi ces toxiques, on en avait même des mortels, dont l'if. Dont, non pas mortel, mais toxique, on en a vu un autre aujourd'hui. Le fragon petit hou. On va boire un coup au chaud? Oui. Vous pourriez poser des questions au chaud.